C'était quoi notre sujet? Notre sujet aujourd'hui, il portait autour de la question de sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe avec la sorcellerie? Qu'est-ce qui se C'est passe? quoi le problème? C'est ça. Et Hmm. en fait, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est à partir du moment où tu as bien pris conscience que dans la partie immergée de l'iceberg, il y avait, c'est-à-dire dans les mondes subtils qu'on ne voit pas, il y a une partie beaucoup plus importante. Euh, à quel moment euh, on se sert de cette partie subtile ou on ne s'en sert pas? Et il me semble que la sorcellerie, c'est de vouloir s'en servir consciemment pour manipuler la matière dans un sens qui nous irait bien, en fait. Oui, je crois que c'est ça qu'on entend par sorcellerie. Je préfère dire magie, mais magie, sorcellerie, c'est vrai, ça va ensemble. Dans mon film, il y a un tabou sur cette utilisation de la magie, finalement, pour tordre le monde à ma convenance. Il y a un tabou, mais je vais essayer de montrer que, en fait, c'est un peu idiot d'avoir un tabou avec ça. C'est une question de clarté d'esprit. En tout cas, ça rentre complètement dans le cadre de l'enseignement de yoga, effectivement. Tu vois, pour te dire le truc vite fait, oui, les humains, là, nous sommes vraiment des magiciens et encore davantage que ce que nous pourrions l'imaginer. Il y a un côté marrant dans nos petits efforts pour être des sorciers qui manipulent le monde à leur convenance. Parce qu'en vérité, la parole crée le monde pour un enfant. Tout bébé, à l'intérieur de nos tripes, il y a déjà une représentation du monde qui a été élaborée par nos ancêtres humains. Et dès la naissance, nous sommes porteurs d'idées, de sensations qui sont déjà colorées parce que nous sommes humains. Les bébés humains, d'une certaine façon, ont déjà peur des dragons et aiment les éléphants. Ont déjà peur des serpents et aiment les nounours. Ça vient très vite. En fait, c'est déjà là. Parce que nous sommes colorés de la parole, c'est-à-dire de l'expérience et de la pensée et des mots de nos anciens qui sont dans le monde sous forme pensée, ce qu'on appelle une forme pensée. Alors, enfants, nous sommes porteurs de cela. Alors, pour nous, enfants, il n'y a qu'à continuer, il n'y a qu'à poursuivre le dialogue avec le monde et avec les adultes et avec cette parole qui nous est donnée constamment par les adultes. La magie est là. Nous allons être transformés encore par nos expériences et la parole associée afin de continuer à être colorés et d'une certaine façon manipulés par la société humaine afin d'en devenir un bon membre. Mais c'est ça la magie. Un, un, un parent, au sens large, pas forcément nos parents à nous, un parent au sens large, qui a pas forcément conscience, mais qui a une habitude de transmission dans l'armée ou la police ou l'administration, dans nos écoles, nous est transmis de façon absolument magique une forme pensée qui va faire que notre groupe va être puissant dans le monde pour déforester comme ceci, bétonner comme cela, faire des fusées, des smartphones, des bombes atomiques, etc. Ça, c'est la sorcellerie des Blancs. Et la sorcellerie des Blancs n'est en rien différent de
l'éternelle sorcellerie, si tu veux. Alors, si tu... Et tu vois, cette magie-là, elle est souvent non vue, alors qu'elle est omniprésente et qu'elle crée un monde dans lequel nous vivons. Ce qu'on appelle communément la sorcellerie, qui me fait sourire, parce que franchement c'est petit, c'est quoi? C'est vouloir faire des mauvaises vibes contre mon voisin parce qu'il ne me plaît pas mon voisin, ou vouloir moi y arriver à avoir une Rolex à 50 ans ou je sais pas quoi. Petit joueur. Tu vois ce que je veux dire? L'enseignement de yoga intervient là afin de nous relier à Dharma, à ce qui soutient les formes manifestées, à ce qui les fait exister de l'intérieur, à ce qui est loi cosmique. Bon, pour un humain, les lois cosmiques, il y a la gravité terrestre, il y a notre corps et son métabolisme qui est divin et cosmique, qui digère, qui nous fait être par ingestion de nourriture et par métabolique extrêmement... Ça aussi c'est la magie, mais elle nous échappe. Mais elle nous échappe, sauf que nous pouvons la toucher par la science. Et la science n'est pas que technologique, la science est déjà ce dont nous parlons. Là, nous sommes en pleine science, dans le sens où nous désirons voir le monde tel qu'il est, au lieu d'y vivre comme ci, comme ça, perché à l'intérieur d'un film. Bon, ça, c'est typiquement l'enseignement de yoga, qui permet cet enrichissement de nos vies mondaines par une connaissance, un lien, un yoga, un se joindre aux règles cosmiques. Donc il y aurait finalement aussi peut-être une potentielle dichotomie au départ entre bien cette espèce de magie de l'environnement dans lequel on est, familial, économique, sociétal, et se rejoindre à une autre forme de magie qui est celle qui a mis à l'œuvre la Terre, le cosmos, l'univers, là où on est. Il se trouve que comme êtres humains, nous sommes à la fois des êtres sociaux et nous nous devons d'être de bons êtres sociaux, et à la fois nous sommes des êtres cosmiques et nous nous devons d'être cosmiques, alors que souvent les règles de Dharma sont en décalage avec les règles mondaines, avec le code, avec à la fois la morale, si tu veux, et le code juridique, le gros livre rouge. Et alors, comment tu expliques... On se doit d'être les deux. On se doit d'être c'est pas qu'il y a à choisir, c'est pas que le monde humain est mauvais alors que le monde cosmique est bon. C'est pas comme ça. C'est que paradoxalement, nous sommes les deux. Et avoue que c'est compliqué pour nous de vivre parce que il faut qu'on assume deux états d'être et qui sont pas forcément tout le temps compatibles. Idéalement, et c'est bien pour ça que l'enseignement de yoga, c'est comme un chaînon manquant dans notre formation, dans notre conscience, c'est que ça devrait rendre possible une unité de ce cosmique et de ce humain. La fourmilière se doit d'être tout de même en accord aux règles cosmiques. Alors que la particularité des sociétés humaines, c'est de souvent s'écarter. C'est pour ça que l'écologie est essentielle, c'est ces sciences. L'économie est essentielle, mais l'économie divague souvent. Et la question pour nous, ce n'est pas de rejeter l'économie, la question c'est de nous y inscrire. Et quand tu regardes ensuite les yogis, quand même, moi ce que j'observe, c'est que dans leur pratique, il y a une forme d'ascèse et de retrait pendant un temps de cette économie et de cette vie sociale, quand même. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés, ceux-là ? Non, alors là, ça dépend de l'image qu'on a du yogi. Si le yogi est associé au sadhu,
Ouais, c'est Qui- cela que je pensais. Oui. Ouais, donc si le yogi est associé au sadhu, le sadhu est un exclu du patrimoine de l'Inde. Le sadhu est typiquement un cadet de sa famille qui n'a pas de place et qui a la permission, la société donne la permission à ceux qui n'ont pas de place dans le patrimoine de se tondre la tête et de brûler leurs vêtements et de partir nus sur la route, se faire bouffer par un léopard 3 km plus loin. Alors s'ils arrivent à survivre et à rejoindre une secte, qui est souvent une secte, oui, alors de yogis, certes, mais concrètement, ce sont souvent des mercenaires qui participent à toutes les guerres des royaumes, etc. Une espèce de quart-monde, si tu veux. Bon, si le yogi, c'est ça, et c'est vrai que l'enseignement de yoga est porté beaucoup par les sadhus, mais à l'autre bout du spectre social, l'enseignement de yoga est aussi porté par les sachants, les érudits, les intellectuels de castes supérieures qui gouvernent. Par Les les brahmines. brahmanes. Oui. Hmm. Les brahmines sont Oui. les tenants officiels de Brahman, la parole totale qui est le cosmos qui parle. Et cet enseignement intéresse aussi bien les élites que les va-nu-pieds. Paradoxe. Alors, c'est vrai que les va-nu-pieds ont tendance à passer leur vie en tant que va-nu-pieds, alors que dans les élites, l'ermitage est un passage, donc le fait de se coller pendant un temps déterminé qui se compte en semaines, en mois ou en quelques années, au passage entre l'adolescence et l'âge adulte, se coller dans une grotte, en forêt, dans le désert s'ils étaient chrétiens, mais là ils ne sont pas chrétiens, c'est beaucoup les grottes et les forêts. C'est un passage initiatique qui effectivement décolle l'être humain de tout son pathos, de toutes ses mémoires accumulées durant l'enfance et l'adolescence, et qui va lui permettre un temps pour s'allier au soleil, à la terre, au vent, aux eaux, les eaux au pluriel, et à l'espace. Et donc sa magie, là l'idée c'est que sa magie s'en trouverait renforcée parce qu'elle va chercher du pouvoir dans ses forces qui en ont déjà énormément. Alors les personnes qui s'intéressent vraiment à la magie apprennent, by the way, apprennent par expérience que la seule façon d'être un vrai magicien et bon, c'est d'être vrai. Il n'y a pas de magie noire. On peut s'amuser à faire de la magie noire, mais ça ne provoque que destruction et autodestruction. En vérité, pour être un véritable magicien, qui est à la fois juste et efficace, la seule solution, c'est d'être dans le flux des règles cosmiques. Avec donc ce yoga qui a pour vertu de nous allier aux puissances de la nature, de nous allier à Rudra, et en définitive, Rudra, son surnom, c'est le bienveillant Shiva. Shiva et Rudra, c'est le même. Et nous n'avons pas le choix, il n'y a que la vérité. Tu vois, ce n'est pas la justesse ou la morale, c'est la vérité. Être vrai, c'est être avec les règles cosmiques. Et les forces de la nature, donc sur Terre. Et là, la magie est bonne. Normal. Mais dès que l'humain s'oppose aux règles cosmiques, ça provoque des catastrophes. C'est vraiment cet enseignement de yoga, c'est un chaînon manquant de la société. En tout cas, pour nous occidentaux, le chaînon est vraiment manquant. Et puisque l'Empire romain a écrasé les consciences ancestrales de l'Europe, du Moyen-Orient. Un truc de dingue, il nous manque ça. Qui avait ces connaissances justement de comment se relier à cette puissance cosmique. L'Empire romain, en voulant créer une unité impériale artificielle, a exterminé, véritablement, brûlé,
Mm. Les druides de tout pays, et jusqu'aux sages grecs d'Alexandrie. Mm. Rome n'a conservé de la Grèce antique que ce qu'elle a bien voulu. Mm. Mm. Ça m'ennuie de terminer sur une teinte comme ça. Mais non, mais on n'a pas Parce que la exactement teinte, c'est la terminé vérité. parce que moi j'ai une autre question après. Euh, Est-ce que l'on peut dire qu'on vérifie le fait que tu es vrai et aligné avec ce que tu es quand tu arrives à réaliser dans le monde ce que tu veux? Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne m'en occupe pas. Je ne m'occupe pas de vouloir quelque chose et de réussir à le faire. Parce que donc du coup, c'est parce que c'est comme si tu as enlevé la dimension, il y a la conscience et tu enlèves la dimension action. Non, la dimension entrepreneuriale. Oui, mais Je veux faire ceci. bah c'est ce que j'appelle l'action. Hein. Eh ben pas moi. D'accord, alors dis-nous ce que c'est toi l'action pour toi. Manifester Dharma. C'est ça l'action. Pour moi. Ah ben alors, donc tu serais, peut-être, est-ce qu'on peut dire, tu serais au service directement de c'est-à-dire tes actes. De la logique cosmique, si tu veux, oui. de la cohérence cosmique. Pour la traduction en français que je préfère de Dharma, c'est cohérence. Hmm. Et alors, si on essaye de se représenter ce que ça veut dire concrètement, c'est-à-dire, par exemple, bon, ben, un arbre, il manifeste Dharma dans son essence du règne végétal. Oui, les arbres, tu vois, les arbres n'ont pas ce problème que nous on a. Ben oui, parce que l'arbre est déjà arbre parfaitement. C'est ça. Alors que l'être humain a à devenir quelque chose. Et nous avons une latitude d'action horizontalement très importante et nous avons le pouvoir de faire beaucoup de conneries. C'est ça qui est marrant. Enfin, être humain, c'est... Et pourquoi, je t'arrête juste 2 secondes parce qu'il y a une grande question que je me pose là-dessus. Comment se fait-il qu'il y ait des êtres humains qui font beaucoup de conneries, mais qui arrivent dans ce beaucoup de conneries à être dans une certaine forme d'abondance de pouvoir dans ce monde? Je sais pas. Enfin, si je sais, c'est une alliance, c'est des alliances de groupe. Des alliances de groupe. Par exemple, un chef militaire qui serait animé de beaucoup de sens de destruction peut parvenir à ses fins en s'appuyant sur d'autres humains, et donc cette masse de désir, cette masse de vouloir plutôt, parvient à ses fins pour un temps, puis ça s'effondre. Ça s'effondre et la roue continue à tourner, etc. Il n'y a pas de morale cosmique, il y a une roue cosmique, il y a des cycles cosmiques, mais il n'y a pas de bien et de mal cosmique. Oui. Il y a une roue qui tourne, et ma foi, la destruction fait partie du cycle, il n'y a pas de problème. Le jour décline et se transforme dans le crépuscule en nuit, etc. La nuit aussi va décliner et se transformer en jour à l'aube. Donc il y a aucun problème avec les cycles et les, entre guillemets, mauvaises actions. Et donc, on pourrait expliquer donc qui est une forme aujourd'hui, si on prend concrètement dans notre société, dans notre civilisation à nous, par exemple, les gens qui détiennent un grand pouvoir par l'argent. Ouais. Eux, ils ont une forme de magie qui fait que ils sont pour l'instant dans leur vie efficaces dans ce qu'ils veulent faire parce qu'ils détiennent une énergie argent. Le fait d'accumuler beaucoup d'argent n'est ni bien ou mal en soi. Mais c'est pas la question de bien ou mal. Moi, Ben ce non. que je me pose de question, puisqu'on est sur la magie, c'est toujours est-ce que ça voudrait dire que s'ils ont accumulé autant d'énergie sous la forme argent, et c'est vrai à différentes échelles, hein, ça se veut et ou ça s'hérite.
Non, mais ce En que je général, voudrais... c'est un mélange des deux. Oui, ce que je voudrais te dire là-dessus, c'est visible à différentes échelles. C'est-à-dire que tu peux le prendre à l'échelle d'un être humain, mais tu peux aussi le prendre à l'échelle, par exemple, peuple autochtone versus société industrielle. Et donc, moi, la magie, là où je me pose des questions, c'est pourquoi, alors que les peuples autochtones, qui, selon moi, étaient bien plus en accord avec le Dharma, ont réussi pareillement à se faire damer le pion par les Occidentaux, qui, de mon point de vue, s'étaient beaucoup plus coupés du Dharma. Comment tu expliques J'ai ces pas deux vraiment d'idée magies? sur la question. Parce que moi, c'est ça ce qui me Parce pose que des questions sur la magie. j'idéalise vraiment pas les façons de vivre tribales. C'est-à-dire que tu penses pas qu'eux étaient plus en accord avec le Dharma, finalement, que les Occidentaux. C'est une question d'échelle. Ce serait une idée biaisée. Oui, moi, je vois surtout une question d'échelle. Hmm. C'est-à-dire que le mode de vie industriel concerne aujourd'hui peut-être 9 humains sur 10 sur la planète, et ça, c'est nouveau. Et donc, ça génère des causes, ça génère des conséquences qui sont causes peut-être de désastres écologiques. Mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'humains qui font ça, alors qu'il y a encore un siècle, même pas un quart de l'humanité vivait comme ça, avec cette génération industrielle, cette génération de matière. Donc on prend de la matière pour la transformer en une autre forme de matière, en objet de consommation. Ça fait un mode de vie, ça bouleverse la répartition des matières et des énergies, vraiment, cosmiquement. Le pétrole est extrait, brûlé, etc., etc. Bon, voilà. Donc beaucoup d'humains le font, ça transforme quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ces humains-là vivent mal et que ceux qui vivaient auparavant de façon tribale vivaient bien. La folie humaine s'exprime partout. Mais peut-être que là, il y a un grand cycle et que dans cette société industrielle dans laquelle nous vivons, lorsqu'elle va s'éteindre, elle s'éteindra forcément, lorsqu'elle va s'éteindre, peut-être que beaucoup de ces milliards de personnes seront entraînées dans cette fin. Certainement, puisque les deux sont liés. Et si on regarde par exemple là où était... Mais c'est pas grave, tu vois bien que ouais. mon intonation. Oui, oui, non, mais je ne suis pas dans grave, pas grave. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de comprendre pourquoi certains donnent l'impression que leur magie est plus opérative que d'autres, et de comprendre ça, Oui. puisque... La magie des Blancs, ouais. si on veut, l'industrie en fait, est extrêmement opérative en ce moment, c'est vrai. Et les façons de vivre en petits clans, en alliance au terroir. Hein, là, c'est pas la mondialisation, c'est le terroir. Bah oui, la façon industrielle a supplanté la façon terroir et tribale. Ok, c'est vrai. Alors voilà, mais c'est un fait. Et si on va en Inde où étaient les yogis, les sadhus, les brahmanes, ils ne donnent pas l'impression de s'en être mieux tirés avec leur magie. Ah non, pas du tout, parce que déjà l'enseignement de yoga est ignoré de l'Inde. C'est un enseignement extrêmement minoritaire en Inde. Et les castes dominantes ne sont pas forcément les plus voyantes. Eh oui. D'accord, donc l'état de l'Inde aujourd'hui ne reflète absolument pas ces enseignements du yoga. Non, ça n'a jamais reflété. Ça n'a jamais reflété. Et peut-être qu'aujourd'hui encore moins, oui. Ça, c'est important à poser quand même, parce qu'on pourrait, dans notre imaginaire, oui. on pourrait penser que cette tradition yogique venant de cet endroit géographique, ils étaient les mieux à même. En étant indien, on n'est pas favorisé pour connaître l'enseignement de yoga et pour connaître le monde. Pas du tout.
Et comment tu expliques aussi, par exemple, après que cet enseignement de yoga qui s'est aussi transmis au Tibet, par exemple, Hmm. Mais qui euh, est devenu bouddhique, et qui est qui est devenu devenu bouddhique? religieux et donc politique. Ouais. Ah, tu vois, Donc donc on retombe. il a perdu quelque chose, selon toi, dans son essence. Le bouddhisme tibétain a merveilleusement réinventé la monarchie de droit divin, D'accord. mais sur Mm. fond d'enseignement de yoga, c'est vrai. D'accord. C'est l'enseignement de yoga l'enseignement de yoga bouddhique, qui a été pris comme un objet Mm. de l'Inde vers le Tibet. Et c'est d'ailleurs marrant parce que j'avais étudié à un moment donné les histoires de la lignée du bouddhisme tibétain Kagyu. Mm. Donc c'est des histoires de lignée avec des sages du Moyen Âge. Et il y a beaucoup d'histoires où ils partent en Inde. Donc il faut traverser l'Himalaya. Hein, à chaque fois, c'est passer de l'autre côté de l'Himalaya pour arriver en Inde, donc au péril de ta vie, et être enseigné de la vérité, de l'enseignement de yoga en Inde et revenir au Tibet pour faire fortune. Et c'est une suite de déconvenues en fait. C'est marrant, parce que c'est des enseignements religieux, donc pour les enfants d'une certaine façon. Et il y a toujours la question de la fortune et la question de la déconvenue. Parfois la Mm. fortune réussit et Mm. souvent on est défait. Mm. J'adore, c'est tellement drôle. C'est tellement ça qui se passe tout le temps. Donc nous devrions nous inspirer de l'échec de la transmission de l'enseignement de yoga au Tibet, parce que ça nous concerne aussi beaucoup. Merci, intéressons-nous à l'histoire de la lignée Kagyu du bouddhisme tibétain. Et du coup, est-ce que c'est aussi pour ça que tu expliques que cette monarchie un peu de droit divin s'est attiré les foudres des Chinois? Oui, enfin après Qu'est-ce qui a fait il y a des qu'ensuite... questions géostratégiques du ouais, contrôle de l'eau beaucoup, pour que les Chinois d'accord, s'intéressent au Tibet comme ça. d'accord. Ouais. Contrôle de l'eau. Oui, contrôle Donc des là, ressources de donc, l'eau. là aussi, contrôle des ressources et des Ouais. éléments, là aussi, on a une magie très puissante qui est à l'œuvre. Bien sûr, la magie de la propagande, la magie la puissance magique de la parole mise au service des sociétés. Comme ça, on a fait notre boucle. Hmm. Elle est là, la magie, la plus grande magie. On la voit pas. On la voit pas. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur comment mieux la voir? Être curieux, Et sous quelle être, forme? mais sous la forme la plus enfantine. Ah bon? Hmm. C'est aussi bien dans les relations interpersonnelles et psychologiques que en écoutant les informations à la radio, de savoir avoir les yeux ronds et dire ah bon, au lieu de croire ce qui est dit, Hmm. de ne pas comprendre, Parce ne pas pouvoir entendre, dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça la curiosité. hmm. C'est de avoir conscience que je vois pas ce qui se trame, que je vois pas ce qui se passe. Bon bah à partir de là, quand je sais que je vois pas ce qui se passe, après je vois ce qui se passe. Point barre. Le passage de l'un à l'autre n'est pas si évident Hein, que c'est une ça. vie, Si, c'est c'est une une vie, vie, ouais. c'est une vie de grenouille à grande bouche qui va voir les animaux leur demandant bonjour toi, comment tu t'appelles, qu'est-ce que Ah tu oui. manges. Hmm. Une vie de curiosité. Hmm. Une vie de curiosité. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Mm. Et c'est pour ça qu'après, comme forme de magie, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller s'adresser directement à des règnes différents du règne humain et aller demander, par exemple, au règne des plantes, Oui, par le biais de plantes enseignantes ou des choses comme ouais. ça, comment ça fonctionne en fait. Ça fait partie du game. Parce que De la là, curiosité. ouais. Alors, il n'y a pas, c'est vrai, je parlais des relations interpersonnelles et psychologiques, puis des relations sociales. Bah, tout ça, c'est le monde humain. Et après, l'accès au cosmique passe beaucoup par la nature.
D'où cet ermitage, on reboucle une boucle, Mm. d'où cet ermitage, cette mise en isolement, où tout à coup, on se rend compte qu'on peut avoir une relation avec l'herbe, mais Mm. aussi avec les pierres, Mm. Mm. aussi avec les animaux, et Mm. aussi avec le soleil, les vents, etc. Mm. Parfaitement d'accord. Mm. Nous sommes d'accord.